Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 26, 26 octobre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage. René Guénon, La crise du monde moderne. Voilà. Donc je viens de finir la lecture de l'opposition de connaissance et action. Et normalement, il faudrait commencer par sciences sacrées et sciences profanes. Alors, eh bien, je vais faire ça, le chapitre 4, sciences sacrées et sciences profanes. Alors, donc René Guénon réfléchit dans les années 40, entre les années 20 et les années 40, à la scission qu'il a remarqué, qu'il a cru remarquer, entre l'Orient et l'Occident. Alors, cette dichotomie, il essaie de l'expliquer. Il explique un petit peu par le fait que d'un côté, il y a l'action, côté occidental. Le monde occidental est dans l'action, dans la... Voilà, il écarte le spirituel, il écarte les... même s'il le maintient, voilà, de façon un peu superficielle comme ça, mais il rentre pas dans le... Il rentre plus dans la... dans la mystique pure, dans la réflexion de, par exemple, la quête, la recherche de l'extase, qui était quand même une des valeurs cardinales dans des sociétés traditionnelles, le fait d'être en lien, de trouver le moyen d'être en lien direct avec le principe créateur, et même l'idée qu'il existe un principe créateur, tout ça, l'Occident l'a mis de côté pour pouvoir développer la technologie, voilà, le pragmatisme, la réflexion, la science, voilà, la science profane, on pourrait dire, justement, avec comme en parle ce chapitre 4. Et pendant ce temps-là, eh ben, le monde, l'Orient, préservait justement toutes ces valeurs que l'Occident avait mis de côté pour développer la laïcité, etc. Toutes ces valeurs que nous avons développées depuis un siècle et peut-être 2 siècles, on va dire. Depuis, voilà, l'humanisme. Mais cette scission, apparemment, elle démarre déjà à partir de la mise en route de l'Occident vers les autres cultures, c'est-à-dire voilà, la découverte de l'Amérique, les grandes offensivités avec ces sociétés, la colonisation, quoi, hein, on va le dire comme ça, la colonisation de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, etc., etc. Et donc, c'est la façon dont l'humanité, à ce moment-là, c'était la façon dont elle avait de se rencontrer. Malheureusement, par la conquête, on pourra dire. Et c'était un peu traditionnel, c'est ce qui se passait depuis tout le temps. Les Romains ont pratiqué ça, les Grecs, les Égyptiens, etc. C'était, et plus tard l'islam, c'était la façon dont les hommes se rencontraient, parce qu'on ne connaissait pas d'autres moyens, des moyens pacifistes, le partage de connaissances, etc., des choses comme ça. Donc c'était un moyen
plutôt agressif, plutôt dominateur par rapport à voilà, c'était imposer une culture, imposer euh, une façon de voir le monde, etc. Alors, par bonheur, justement, les sociétés traditionnelles ont préservé leur culture, ont préservé toutes ces valeurs fondamentales. Et en fait, voilà, donc, alors maintenant, on pourrait dire, si on voit un petit peu l'évolution, l'humanité évolue et on va de plus en plus vers une rencontre paisible, respectueuse, etc. On va commencer à entrer dans cette dimension-là. Les années après la décolonisation, déjà l'Occident a dû décoloniser, donc faire un peu la dépression de son narcissisme, de sa façon de se comporter en maître. Et progressivement, là, alors voilà, elle a trouvé une autre... sa tendance était encore extrêmement présente. Donc ça a été ça a été la France-Afrique, la façon d'être toujours, de manipuler. On est passé d'une façon autoritaire à une façon manipulante de continuer à avoir nos précarés, à profiter des autres civilisations. Voilà, mais c'était déjà une évolution. Malgré tout, c'est terrible à dire, mais on n'a pas encore atteint un niveau d'intelligence, un niveau. La société humaine n'a pas encore atteint un niveau de conscience suffisant pour pouvoir se rencontrer de façon bienveillante. Voilà. Alors, après les colonisateurs, là, dernièrement, ce qui a continué à mettre en lien, à faire du lien entre l'humanité, c'est le marché, en fait. C'est ce qu'on a appelé la mondialisation. Donc ça a été sous ce couvert-là que le monde s'est rencontré. Donc c'est vraiment une évolution. C'est bien plus, c'est plus haut. C'est bien plus doux que ce soit le marchand qui unifie l'humanité plutôt que ça soit le guerrier. Voilà, donc il y a une évolution, on peut parler d'évolution. Mais évidemment, on n'est pas encore arrivé à une évolution vraiment paisible vers laquelle nous allons. Un jour ou l'autre, l'humanité parviendra à atteindre ces rencontres paisibles, respectueuses, partageuses, vraiment, avec... et donc, on pourra prendre ce que les autres cultures ont de positif et qu'on a nargué d'une certaine façon, qu'on a un peu méprisé pendant tous ces siècles de domination occidentale. Et donc, et on pourra donner ce que nous connaissons, mais de façon paisible, respectueuse, hein, sans forcer, voilà, sans manipuler, en étant... L'idéal, c'est de pouvoir donner de façon être enviable, être... Voilà, que si la démocratie, par exemple, si on voulait, au lieu de faire... d'essayer de promouvoir cette démocratie par la force, hein, par la manipulation, en faisant des révolutions, en soutenant des révolutions violentes, finalement, et qui n'ont rien de respectueux. Et donc, on essaie d'imposer des démocraties, alors que nous, en Occident, on n'arrive pas à faire des démocraties qui soient enviables, qui soient vraiment clean, vraiment belles, quoi, hein, parce que la démocratie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, en fait, on montre au reste du monde une oligarchie démocratique, une oligarchie qui a pris
sous sa qui a vampirisé, en somme, la démocratie. Et donc, on montre des démocraties complètement corrompues, vraiment pas enviables, quoi. Hein. Si c'est ça, la démocratie, le reste du monde n'a pas envie d'adopter ce genre de comportement. Alors, ça, c'est le problème de l'Occident. L'Occident devrait vraiment faire attention à son système démocratique, vraiment le préserver, le chérir, en faire quelque chose de vraiment magnifique. Les valeurs démocratiques, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Vous tapez démocratie, vous allez trouver ce que je dis de la démocratie. Je dis que c'est une œuvre d'art et que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça inverse les lois de la nature tout en gardant l'énergie de l'évolution. Voilà, je vous renvoie donc à la lecture de cette... Alors, je vais commencer la lecture de ce chapitre 4, Sciences sacrées et sciences profanes. Nous venons de dire que dans les civilisations qui possèdent le caractère traditionnel, donc l'Orient, l'intuition intellectuelle, alors c'est le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, hein, dans l'Orient en somme. Et évidemment, c'est pas le Japon qui a adopté le système occidental où toutes les se sont un peu déconnectés de leur sommet spirituel en fait. Ils se sont déconnectés aussi, ils sont passés du côté occidental en fait de la pensée. Nous venons de dire que dans les civilisations qui possèdent le caractère traditionnel, l'intuition intellectuelle est au principe de tout. En d'autres termes, c'est la pure doctrine métaphysique qui constitue l'essentiel, et tout le reste s'y rattache à titre de conséquence ou d'application aux divers ordres de réalités contingentes. Il en est ainsi notamment pour les institutions sociales, et d'autre part, la même chose est vraie aussi en ce qui concerne les sciences, c'est-à-dire les connaissances se rapportant au domaine du relatif, et qui, dans de telles civilisations, ne peuvent être envisagées que comme de simples dépendances, et en quelque sorte comme des prolongements ou des reflets de la connaissance absolue et principielle. Ainsi, la véritable hiérarchie est partout et toujours observée. Le relatif n'est point tenu pour inexistant, ce qui serait absurde. Il est pris en considération dans la mesure où il mérite de l'être, mais il est mis à sa juste place, qui ne peut être qu'une place secondaire et subordonnée. Et, dans ce relatif même, il y a des degrés fort divers, selon qu'il s'agit de choses plus ou moins éloignées du domaine des principes. Il y a donc, en ce qui concerne les sciences, deux conceptions radicalement différentes et même incompatibles entre elles, que nous pouvons appeler la conception traditionnelle et la conception moderne. Nous avons eu souvent l'occasion de faire allusion à ces sciences traditionnelles qui existèrent dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, qui existent toujours en Orient, mais dont l'idée même est totalement étrangère aux Occidentaux de nos jours. Voilà, c'est-à-dire que le pragmatisme, alors maintenant on avance un petit peu vers ça, mais la science occidentale a vraiment fait c'est vraiment comporté de façon vraiment narcissique, en pensant pendant des décennies et des décennies que la médecine, par exemple, chinoise, la médecine traditionnelle africaine, etc., c'était des choses qui ne sont pas vraiment... qui ne sont pas à conserver, ni à voir, ni à analyser, ni à rechercher. Maintenant, on commence un petit peu à changer d'avis, tout doucement. Et on commence à aller chercher
dans les découvertes qui ont été réalisées des forces importantes qui commencent à être mises à jour dans ces techniques. Je suis désolé, je suis un peu perturbé parce que voilà, pour des raisons alors occidentaux. Il faut ajouter que chaque civilisation a eu des sciences traditionnelles d'un type particulier, lui appartenant en propre, car ici, nous ne sommes plus dans l'ordre des principes universels, auxquels se rapporte seule la métaphysique pure, mais dans l'ordre des adaptations, ou par là même qu'il s'agit d'un domaine contingent. Il doit être tenu compte de l'ensemble des conditions mentales et autres qui sont celles de tels peuples déterminés. Et nous dirons même de telles périodes de l'existence de ce peuple, puisque nous avons vu plus haut qu'il y a des époques où des réadaptations deviennent nécessaires. Ces réadaptations ne sont que des changements de forme qui ne touchent en rien à l'essence même de la tradition. Pour la doctrine métaphysique, l'expression seule peut être modifiée d'une façon qui est assez comparable à la traduction d'une langue dans une autre, quelles que soient les formes dont elle s'enveloppe pour s'exprimer, dans la mesure où cela est possible. Il n'y a absolument qu'une métaphysique comme il n'y a qu'une vérité. Voilà. Je pense aussi qu'il n'y a qu'une seule façon d'interpréter le haut, la métaphysique. Même, voilà, enfin, disons que cette valeur est pour toutes les sociétés en somme. Mais quand on passe aux applications, le cas est naturellement différent, avec les sciences aussi bien qu'avec les institutions sociales. Nous sommes dans le monde de la forme et de la multiplicité. C'est pourquoi l'on peut dire que d'autres formes constituent véritablement d'autres sciences, même si elles ont au moins partiellement le même objet. Les logiciens ont l'habitude de regarder une science comme entièrement définie par son objet, ce qui est inexact par excès de simplification. Le point de vue sous lequel cet objet est envisagé doit aussi entrer dans la définition de la science. Il y a une multitude indéfinie de sciences possibles. Il peut arriver que plusieurs sciences étudient les mêmes choses, mais sous des aspects tellement différents, donc par des méthodes et avec des intentions tellement différentes aussi, qu'elles n'en sont pas moins des sciences réellement distinctes. Ce cas peut en particulier se présenter pour les sciences traditionnelles, de civilisations diverses, qui, bien que comparables entre elles, ne sont pourtant pas toujours assimilables les unes aux autres, et souvent ne pourraient qu'abusivement être désignées par les mêmes noms. La différence est encore beaucoup plus considérable. Cela va de soi si, au lieu d'établir une comparaison entre des sciences traditionnelles qui du moins ont toutes le même caractère fondamental, on veut comparer ces sciences d'une façon générale aux sciences telles que les modernes les conçoivent à première vue. Il peut sembler parfois que l'objet soit le même de part et d'autre, et pourtant la connaissance que les deux sortes de sciences donnent respectivement de cet objet est tellement autre qu'on hésite, après plus ample examen, à affirmer encore l'identité même sous un certain rapport seulement. Et là, voilà, je vais revenir à des chapitres que j'ai travaillés dans les vidéos précédentes. En état d'extase, puisque c'est toute la recherche que fait mon site mécaniqueuniverselle.net, je travaille sur ce qui se passe dans les états d'extase. Extase, éveil, samadhi, béatitude, nirvana, devekut, enfin bref, voilà, tous ces états supérieurs
que toutes les religions ont compris, ont réfléchi, ont acquis, ont expérimenté. Voilà, c'était pas quelques éclaireurs ont expérimenté ça, mais ont documenté l'état que nous ressentons dans cet état d'extase. Et dans cet état d'extase, nous sommes en lien avec les choses, les objets, que la science ordinaire va analyser de façon... Voilà, par exemple, face à moi, il y a cet arbre-là qui est posé. On peut, la science occidentale va pouvoir voir tout un tas de choses dans cet objet arbre. Et maintenant, on commence à aller vers quelque chose d'extrêmement merveilleux, vers le merveilleux, vers le mystérieux de cet arbre-là. On commence à prendre conscience que ça ne s'arrête pas à la dimension aussi ordinaire qu'on pouvait avoir. Évidemment, on peut le découper en stères, on peut voir sa façon de synthétiser la lumière, de se nourrir, de vivre, le temps qu'il passe à vivre, etc., etc. Les racines qu'il a. Et maintenant, on commence à voir qu'il y a d'autres dimensions, qu'on va devoir tenir compte, des dimensions mystérieuses, qui sont pour l'instant encore mystérieuses. Comment communiquent ces arbres sous la terre, comment s'organisent les arbres les uns avec les autres pour cohabiter, qu'est-ce qui se passe dans leur façon, comment ils ont conscience de leur environnement, etc., etc. Pour l'instant, ce côté un peu magique, on va dire, on commence à peine à l'entrevoir. Et on voit là que la science, une partie de la science n'est pas comprise. Et quand tu es en état d'extase, de cet arbre-là, tu es en communication avec, tu es en communion, on va dire, avec son essence divine. Voilà. Quand tu es l'extase, en fait, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. En fait, le divin, Dieu, est à l'origine de l'univers. Avant l'univers, c'est lui qui projette, c'est lui, l'aile, je ne sais pas, c'est ce qu'on veut, c'est X, voilà, on peut l'appeler comme on veut, qui projette cet univers, qui met cet univers en route. Comment, on ne le sait pas encore. Pourquoi, etc., on ne le sait pas non plus. Mais il projette cet univers. Cet univers se répand, part en expansion. De cette expansion a né la Terre. Voilà, la Terre, les planètes, le système, notre système solaire, etc., notre galaxie, etc., puis la Terre. De la Terre apparaît la vie. Les scientifiques commencent à dire que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître telle qu'elle est. C'est pas un accident, c'est pas quelque chose. C'était programmé en somme. La vie ne pouvait pas ne pas apparaître. De toute manière, sur cette planète, donc créée par le divin, toutes les composantes pour créer la vie étaient présentes. Et la vie apparaît à partir de la non-vie. Donc c'est déjà merveilleux, c'est déjà incroyable. Cette vie part en évolution. Elle commence par être une bactérie, d'abord un ultravirus, une bactérie, puis elle se divise, etc. Elle devient éponge, puis elle se répand, et ça devient les premières formes de vie, les premiers vertébrés, etc., etc. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça se développe, puis il y a les primates, il y a les mammifères qui apparaissent avec la capacité d'aimer qui se développe aussi, qui commence à s'exprimer de mieux en mieux. Elle est toujours là, cette capacité d'aimer. Elle est là dans les premières formes d'existence, mais elle s'exprime de plus en plus, de mieux en mieux. Et puis arrive l'homme, et l'humanité commence à partir en évolution et atteint
un degré d'évolution qui lui permet d'expérimenter l'extase. D'abord, voilà, l'extase qui est un état d'amour absolu, un état d'amour supérieur qui est incroyable. Et dans cet état d'amour, on sent qu'il y a qu'on est en présence de ce divin. Et là, je me suis éloigné de ce que je voulais dire dès le début. Ce divin, donc, il est à l'origine de l'humanité, mais dans la création, à l'origine de l'univers, mais il est aussi dans l'univers. Et dans l'univers, il est sous la forme de ce qui constitue l'atome, c'est-à-dire le quark, voilà la matière la plus infime, ce que les physiciens cherchent à découvrir, à savoir ce que c'est, ces particules incroyables qui peuvent communiquer à des milliards de kilomètres de distance, etc., qui peuvent avoir des relations, enfin bon bref, on est devant des mystères extraordinaires, mais là, pour moi, il y a le divin à l'intérieur de cet atome. Et tout est fait de cela. Cet arbre, qui est en face de moi, il est une somme d'atomes. Il est donc lié au divin. Et moi, dans l'état d'extase, si j'étais en état d'extase, je serais en communication avec ces atomes de cet arbre, avec les atomes de l'air, avec les atomes de l'herbe, avec les atomes de toute forme de vie. Et c'est pourquoi on jubile en état d'extase, on est dans un état d'amour absolu, on est dans un état de relation avec tout qui est proprement hallucinant, quoi, qui est quelque chose de puissant, parce qu'on se retrouve en pleine... on se retrouve en pleine fusion avec les choses. Et c'est pourquoi, bien souvent, on peut dire que dans l'état d'extase, on se retrouve avec en communion avec le divin, en somme, avec toutes les choses, avec les animaux. C'est ce qui se retrouve dans les visions mystiques, quand par exemple les saints disent qu'ils peuvent se retrouver en fusion avec les oiseaux ou avec les tigres ou avec des animaux qui ressentent, qui perçoivent en somme cet état d'extase que l'homme est là. Et je pense qu'on se retrouve dans tout, on se retrouve en communion avec tous les états d'extase, tout ce qui est toute la création en somme, puisque ces atomes, tout est composé avec les atomes. Et c'est pourquoi, dans cet état-là, l'air qui rentre dans nos poumons nous fait jubiler, nous fait littéralement jouir de l'instant. L'air qui touche notre visage nous fait jubiler. De voir de toucher un grain de sable, ça nous fait jubiler, etc. Donc il y a cette jubilation qui est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis parce que je suis où là, j'en suis où? Voilà. Allez, où je vais continuer un petit peu de lecture. Tiens. Quelques exemples ne seront pas inutiles pour faire mieux comprendre ce dont il s'agit. Et tout d'abord, nous prendrons un exemple d'une portée très étendue, celui de la physique, telle qu'elle est comprise par les anciens et par les modernes. Il n'est d'ailleurs aucunement besoin dans ce cas de sortir du monde occidental pour voir la différence profonde qui sépare les deux conceptions. Le terme de physique, dans son acception première et étymologique, ne signifie pas autre chose que science de la nature, sans aucune restriction. C'est donc la science qui concerne les lois les plus générales du devenir, car nature est devenir. Évidemment, la nature, c'est aussi le devenir, c'est l'évolution.
sont au fond synonymes. Et c'est bien ainsi que l'entendaient les Grecs, et notamment Aristote. S'il existe des sciences plus particulières se rapportant au même ordre, elles ne sont alors que des spécifications de la physique pour tel ou tel domaine plus étroitement déterminé. Voilà, on a, on a précisé les choses, on a décortiqué les sciences, etc. Mais ce que cherchent les physiciens avec au CERN ou ailleurs, en faisant exploser les particules pour essayer de comprendre ce qui se passe, est la même chose que ce que les Grecs présocratiques cherchaient en essayant de comprendre d'où était né l'univers, d'où étaient nées les choses, etc. Voilà. Et on n'a pas avancé d'un iota dans l'Occident dans la résolution du mystère, de ce qui est mystérieux. En définitive, le mystérieux est toujours aussi mystérieux. C'est ça qui est extraordinaire. Et le pragmatisme n'y change rien. C'est simplement une façon de ne pas s'occuper de ça, de ne pas chercher à comprendre le mystère. Donc oui, on va dire qu'avant le mur de Planck, avant la création de l'univers, il y a un vide quantique palpitant, voilà, puis on en reste là au niveau scientifique. Parce que le scientifique ne peut plus, actuellement, en Occident, ne peut plus passer de l'autre côté, du côté spirituel. Et c'est là la scission, c'est là où la scission s'est faite, en fait. Et c'est parce qu'on réclame du scientifique qu'il ne se perde pas dans ce qui n'est pas visible, ce qui est inconnu. Sur l'inconnu, on ne doit pas aller dans cette chose-là. Mais, alors, c'était très bon pour développer les sciences occidentales telles qu'on les a développées, mais ça nous déconnecte du monde spirituel et même de notre monde à nous, en réalité. Il y a donc déjà quelque chose d'assez significatif dans la déviation que les modernes ont fait subir à ce mot de physique, en l'employant pour désigner exclusivement une science particulière parmi d'autres sciences qui, toutes, sont également des sciences de la nature. Ce fait se rattache à la fragmentation que nous avons déjà signalée comme un des caractères de la science moderne. Et voilà, la physique, elle est arrivée à ne s'intéresser plus aux quarks, à l'atome, aux particules élémentaires. C'est quand même, voilà, dans sa spécificité, elle avance à ce niveau. À cette spécialisation, engendrée par l'esprit d'analyse et poussée au point de rendre véritablement inconcevable, pour ceux qui en subissent l'influence, une science portant sur la nature considérée dans son ensemble. On n'a pas été sans remarquer assez souvent quelques-uns des inconvénients de cette spécialisation, et surtout l'étroitesse de vue qui en est une conséquence inévitable. Mais il semble que ceux-mêmes qui s'en rendaient compte le plus nettement se soient cependant résignés à la regarder comme un mal nécessaire, en raison de l'accumulation des connaissances de détails que nul homme ne saurait embrasser d'un seul coup d'œil. Ils n'ont pas compris, d'une part, que ces connaissances de détails sont insignifiantes en elles-mêmes et ne valent pas qu'on leur sacrifie une connaissance synthétique qui, même en se bornant encore au relatif, est d'un ordre beaucoup plus élevé. Et d'autre part, oui, mais voilà, c'est pas pour rien que la science a avancé vers le pointu comme ça. Évidemment que si on met du mystique derrière l'atome, derrière les particules élémentaires, si on décrète qu'il y a du mystique, pour un physicien, ça devient compliqué, disons. Lui, il vaut mieux qu'il reste à son degré de recherche, voilà, il ne se pose pas de questions. Ça serait un peu vertigineux, ça pourrait poser des problèmes. Donc, ça a été tout à fait quelque chose de normal, et c'était juste que l'Occident se spécialise et avance dans la matière matérialiste, dans la matière brute, dans cette chose-là. Donc c'est clair que ça nous a déconnectés des autres spirituels, des autres civilisations, mais c'était une nécessité. Donc d'un ordre beaucoup plus élevé, et d'autre part,
que l'impossibilité où l'on se trouve d'unifier leur multiplicité vient seulement de ce qu'on s'est interdit de les rattacher à un principe supérieur, de ce qu'on s'est obstiné à procéder par en bas et de l'extérieur, alors qu'il aurait fallu faire tout le contraire pour avoir une science possédant une réelle valeur spéculative. Voilà. Alors là, je vais arrêter là pour cette première vidéo de ce deuxième chapitre. Et voilà. René Guénon, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci.